veux nous garder du temps parce que pour moi, l'héritage le plus complexe, c'est celui qui s'en vient, c'est-à-dire Superman. Je vais pas pousser plus longtemps, mais je vais laisser Léo exposer l'héritage Superman. Parce que je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, donc je vais te laisser y aller de ton point de vue qui est, à mon avis, assez subversif, qui devrait faire réagir nos deux autres podcasteurs. Ok, mais j'ai pas forcément écrit ce que je voulais dire, donc mon opinion fluctue et varie. Disons que Superman, comme plusieurs autres personnages dans les années 90, a eu l'occasion de laisser un héritage. Il a été d'ailleurs l'indice le plus remarquable de ça après Flash, après la mort de Barry à la fin des années 80. Au début des années 90, il y a eu effectivement le storyline qui a fait un grand fracas, la mort de Superman. Ce qui est très intéressant, soit dit entre parenthèses, c'est que Doomsday ne méritait pas d'être l'ouvrier de la mort de Superman, parce que c'était un personnage qui venait tout juste d'être introduit rien que pour ça. Puis donc, ça pouvait pas être le destin de Superman d'être détruit par quelqu'un à qui il n'était pas lié, finalement. En tout cas, pas jusqu'à présent. Mais, en fait, ce qui est intéressant dans la mort de Superman, c'est que elle n'a pas duré du tout. Elle n'a pas du tout duré, c'était un effet choc, un effet peut-être marketing. Alors on pourrait se dire quel intérêt de faire mourir Superman si c'est pour le faire revenir. Et l'intérêt était quelque part de créer des ramifications à son héritage. C'est-à-dire que DC a le problème d'avoir des symboles trop forts. Si ça n'est pas Superman, si ça n'est pas Superman, Batman, Wonder Woman, Flash ou d'autres personnages, c'est pas vendeur. Puis pour introduire des nouveaux héritages, puis comme l'a dit Baz tout à l'heure, Steel a lui-même légué son héritage à sa nièce Natasha. Et Steel lui-même n'aurait jamais pu être introduit sans la mort de Superman. Parce que la mort de Superman a laissé jour à des héritiers pour un héritage qui pourrait sembler absolument temporaire, puisque Superman est revenu quasi immédiatement, et on pourrait dire alors, ils sont pas du tout légitimes. Puisqu'il y a rien à hériter, il y a pas de mort, il y a pas de passation, puisque le type continue d'être là et puis de prendre la place centrale. Mais en fait, ça a permis d'introduire des personnages comme Steel, des personnages comme Superboy, comme Cyborg Superman, qui a eu une importance particulière dans les comics de Green Lantern. Et puis le quatrième personnage à l'époque, c'était Eradicator. Ouais. Il y a aussi Guardian, qui est pas tout à fait apparu à ce moment-là, qui existait déjà précédemment. Mais la disparition de Superman un peu plus tard dans les BD a aussi été l'occasion de Guardian d'investir sa place. Mon-El aussi a eu au même moment cette occasion-là de briller en l'absence de Superman. Donc la question dans le fond c'est est-ce que Superman est trop gros pour être remplacé? Qu'est-ce que pour moi c'est clair, hein, c'est dans ce qui est dit là et dans ma réflexion, moi ça me paraît clair que. Et c'est là la différence justement où avec un vrai héritage où il y a quelqu'un qui arrête et l'autre qui reprend. Vraiment, là c'est le cas avec Superman, où il arrête et d'autres reprennent. Et mais s'il est pas mort, ça sert à rien que d'autres reprennent puisque il est déjà présent, il fait pas tout le boulot, mais en tout cas, c'est clair qu'il transmet des valeurs, mais sa seule présence fait qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de s'inquiéter et tout, alors que s'il est mort, là, ça devient intéressant, parce que là, vraiment, les valeurs qu'il a transmises entrent en action. Et c'est le cas, par exemple, je pense aussi à la mort de Batman, où il a été je connais pas cette histoire, mais là, ça rend vraiment une vraie succession à ce niveau-là, et ça légitime les valeurs qui ont été transmises. La succession elle est difficile avec Superman, parce que personne n'est aussi fort et droit que lui. Il est vraiment unique. Supergirl, Superboy sont pas à la hauteur, selon moi, pour prendre sa place. Faudrait que Zod change complètement, à la limite, et devienne gentil pour qu'il y ait quelqu'un pour remplacer, ou un autre Kryptonien de la même trempe. Supergirl? Ouais, mais non. Je sais pas, il y a bien quelque chose d'évident, Supergirl ne s'appellera jamais Superwoman. Mais effectivement, elle devient Power Girl. Elle change d'héritage, en quelque sorte. Ouais, oui, on peut dire ça. Elle abandonne le super. Est-ce que à votre avis, c'est parce que c'est trop lourd? Non, je pense que c'est juste pour se démarquer. Parce que Superman, c'est quand même une grosse ombre.
Oui, effectivement, c'est mon point, en fait, c'est que... mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que Superman, non seulement il est pas mort à mort de Superman, mais il ne meurt jamais. Ceux qui auront lu DC 1 Million, qui se passe 1 million d'années plus tard que maintenant, en fait, non, c'est faux, ça se passe à l'année 1 million, et pas 1 million d'années plus tard que maintenant, mais Superman est toujours là. Clark Kent est toujours là. Donc, Superman refuse de fait, jamais il va l'affirmer, mais Superman et la manière de raconter Superman refuse et rejette la possibilité d'un héritier unique. Superman n'a jamais eu de sidekick, d'une part, et d'autre part, lors de la mort de Superman, la saga où sont venus Steel, Cyborg, Superman et les autres, s'est appelé Règne des surhommes. ouais. Le règne des Supermen, le règne des surhommes, et c'est ça qui est amusant, c'est que à moins que ça ne soit Superman, il peut pas y avoir un seul qui règne, il faut que ça soit une multiplicité, à l'inverse d'un héritage linéaire chez Flash, ou d'un héritage où il y aurait un seul manteau à léguer, comme l'a proposé Battle for the Cowl chez Batman. Pour Superman, il n'y a pas la possibilité d'un héritier unique et est refusée systématiquement. D'ailleurs, on va envisager Superboy dans les New 52 et immédiatement, on va proposer d'autres versions de Superboy. Il va y avoir Con et John. Enfin, il est impossible d'admettre un héritier Spoiler unique quel alert. qu'il soit. Trop tard, là, c'est pas grave. Vous avez juste à pas écouter le podcast. Mais oui. Oui, c'est pour ça que à ce niveau-là, Superman se différencie de Batman, parce que Superman c'est un dieu et voilà, hein, c'est un dieu, c'est tout simple, hein, il n'y a pas d'histoire de successeur au dieu, et c'est pour ça qu'il est toujours là, qu'il sera toujours là. Pour moi, il est évident qu'il ne peut pas disparaître et il ne peut pas être remplacé. C'est un beau problème quand même. Too big to die, trop gros pour mourir, trop important, trop puissant. Et c'est vrai que c'est l'ultime défenseur de la Terre, et puis que le manteau serait trop lourd pour une seule personne. Ben techniquement, quoique Eradicator l'aura essayé, mais ça aurait été un échec. Mais pour en revenir juste au truc de utiliser la mort de Superman, ça, pour moi, je crois que quand j'ai vu un documentaire, c'était quand même un but commercial, je crois, Wow. à l'origine, un petit peu quand même. Et justement, dès qu'il y a eu cette histoire-là, cette mort de Superman, je crois qu'il y a eu un élan des lecteurs pour dire mais on veut de nouveau Superman, c'était une demande, non? Et globalement, ça montre aussi que en delà même du personnage, DC Comics ne peut pas se passer de Superman, c'est pas possible. Il peut pas le faire dans 1052, il peut pas dire on prie de Superman, c'est pas possible. C'est le personnage le plus important toujours. Toujours. Donc, ouais, c'est vraiment un dieu comme personnage, mais aussi le personnage le plus commercial, le plus important de la maison d'édition DC Comics. Ouais, mais Superman, c'est aussi une idée. C'est aussi l'idée qu'un homme peut tout changer. C'est aussi peut-être même le surhomme de Nietzsche qui est donner de la puissance à soi-même en ayant confiance et en accomplissant quelque chose. C'est pour ça qu'il a quand même une grosse influence, il a un gros héritage, il a pas d'héritier, puis il a ce gros héritage idéologique qui fait qu'il va inspirer quasiment tous les héros et spécifiquement quelques-uns. Bah, historiquement, oui, c'est le premier, donc on est tous ses héritiers. On est tous ses héritiers, du coup. Ben, les valeurs qu'ils transmettent dans un sens, oui. Mais bon, hein, c'est pas parce que j'ai un chandail Superman en ce moment que je suis l'héritier de Superman. Un autre cas que je crois intéressant, parce qu'à mon avis, il n'a pas d'héritage, mais je sais que c'est pas ce que tout le monde pense, mais Green Lantern. Green Lantern, corps policier, des milliers de personnes se nommant Green Lantern. Est-ce que Green Lantern est un héritage? Est-ce que on peut avoir un héritier des Green Lantern? Alors pour moi, il peut pas vraiment y avoir d'héritier parce qu'on peut pas devenir un Green Lantern. Enfin, comment dire ça? C'est l'anneau qui vous choisit, c'est pas vous qui choisissez le corps des Green Lantern. On peut pas s'entraîner à devenir un Green Lantern, je pense.
quelque part, on peut. On le devient, mais ce n'est pas un choix. On est choisi pour le. Ouais, voilà, on est choisi. Du coup, il y a pas de mec qui a voulu être Green Lantern et qui l'est devenu. Enfin, ou du moins, je pense pas. Après, je pense que Léo a peut-être un peu plus d'informations là-dessus. Et les autres Green Lantern ne sont pas devenus à cause d'un autre Green Lantern, j'imagine. Enfin... À l'exception peut-être de Hal Jordan, que Abin Sur lui remet l'anneau. Oui. Alors, est-ce que Hal Jordan est l'héritier de Green Lantern? Je ne crois pas, mais il est sans aucun doute l'héritier d'Abin Sur. Ouais, c'est pas faux. Dans le cadre du corps des Green Lantern, on a quand même plusieurs histoires d'héritage linéaire, direct et qui fonctionnent. Comme par exemple Arisia, qui est Arisia Rab, qui descend d'une lignée de au moins 3 ou 4 générations de Green Lantern. Ouais, mais là, on va essayer de se concentrer peut-être plus sur les terrestres, parce que là... N'est-ce pas? Ouais. Mais dans le cas d'Abin Sur, on peut aussi tergiverser et dire que son héritier, c'est Amon Sur. Oui. Mais en fait, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Même en disant ça, on pourrait dire que c'est une réponse facile ou bête. Mais en fait, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, puisque Amon Sur a été un des premiers à rejoindre Sinestro dans le corps de Sinestro. Et que le corps de Sinestro est un héritage du corps de Green Lantern. Ah, je suis d'accord. Ouais, mais dans un sens, tous les corps de Lanterne sont des héritages, à l'exception de Orange, là, sont des héritages d'Abin Sur, ou presque. Ouais. Donc, parce que c'est lui qui a créé les Indigo, c'est lui également les Blues, c'est lui qui... Fait que tu sais, d'une façon ou d'une autre, tout son travail a inspiré. Mais, si je veux revenir à l'héritage terrestre, parce que, bon, on va essayer de se centrer un peu plus là-dessus. Je crois pas que John est l'héritier de Hal. Je crois pas que Guy est l'héritier de Hal. Et je crois pas que Karl Reiner est l'héritier de personne. Et Oh mon Dieu. mais bien, avant de rentrer dans la technicalité de ce que je viens de dire, je serais intéressé d'avoir l'avis de Baptiste, par exemple. En tant que personne qui regarde un peu plus ça de l'extérieur, pour toi, est-ce que les Green Lantern sont des héritiers des précédents Green Lantern? Ou pas, dans le fond? Pour moi, il y a l'héritage, il y a pas cette notion-là dans les Green Lantern. C'est des personnalités très différentes, des personnages qui se travaillent. Pour moi, c'est ça, c'est la police spatiale. C'est des collègues, mais pas des... Ils ont une influence les uns sur les autres, mais il n'y a pas aller jusqu'à la notion d'héritage, des choses comme ça, non. Oui, on parle vraiment de policier de l'espace. C'est un métier, presque. Je vais prendre le pour un oui. Oui. En radio, il faut dire. Donc, oui, c'est ça. C'est plus un métier. Donc, on prend un boulot. Toi, c'est un peu ça que tu disais tantôt aussi. Oui, c'est exactement ça. C'est une armée, quoi, en quelque sorte. Ouais, armée, police, quoi. Et ils se connaissent pas à la base. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'héritage. À moins qu'on prenne le fait que des Green Lantern apprennent aux novices à utiliser leur anneau à la limite. Mais c'est de l'entraînement, quoi. Ouais, comme on pourrait en retrouver dans la police ou dans l'armée. Voilà, exactement. Moi, je suis assez de cet avis également. À mon avis, ils ne sont pas des héritiers. Mais je sais que c'est pas le cas de Léo. Donc, nous allons t'écouter. Pour faire une comparaison, dans l'univers de Batman, je plains le pauvre diable qui devra succéder au fardeau de James Gordon en tant que commissaire. Puis c'est là que vraiment je pense qu'il y a un héritage, parce que il y a quelque chose de quoi être à la hauteur. Et si on parle d'héritage depuis tout à l'heure dans ce podcast, c'est justement cette notion qui est en jeu, je crois, ou en tout cas en partie cette notion qui est en jeu. C'est la question d'être à la hauteur d'un modèle, d'un prédécesseur peut-être. Pas toujours, puisque parfois le prédécesseur est encore là. J'ai conscience d'être super chiant dans ma manière d'exprimer les choses et même un peu. Mais non, mais c'est bien, parce que toi t'as pas le même avis que les autres, du coup c'est. Bah non, il n'y a pas de. Ouais, et de toute façon, hein. Alan Scott qui est le tout premier Green Lantern, mais qui n'a absolument rien à voir avec le corps
le corps de Green Lantern, pendant longtemps, on a associé Hal Jordan et Alan Scott comme étant héritiers l'un de l'autre. Donc, et pourtant, leur pouvoir ne vient pas du tout de la même de la même source, mais au même titre que Barry et Jay étaient héritiers, au même titre que Alan et Hal l'ont été pendant très longtemps. Est-ce que c'est un héritage, ça, à votre avis? Parce qu'ils partagent le même nom. Alors, pour moi non, parce que ça dépend si on prend sur le fait qu'il est sur la Terre 2. Du coup, ils ont rien à voir. Oui, sauf que Jay aussi Oui. était sur la Terre 2. Puis après Crisis on Infinite Earth, il y a on les a remis et on a considéré Alan comme le tout premier à avoir porté le titre de Green Lantern. Mais au final, ils ont pas les mêmes... Enfin, si, ils ont le même pouvoir, mais ils ont pas la même fonction. Pas la même source de pouvoir non plus. Oui. D'ailleurs, je trouve Alan Scott, lui, par contre, on peut peut-être le considérer comme l'héritier du Green, quelque part. Je sais pas si on peut être... À l'époque, L'héritier c'était du pas Green. aussi À clair la limite, que quoi. ça. Mais... Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, Oui. c'était pas si clair que ça. Et moi, j'ai la vision de Stu, hein. J'ai pas beaucoup lu sur du vieux Alan Scott. Parce que Alan Scott, au bout du compte, a son propre héritage. Avec Jade, puis Obsidian, Ah oui. qui sont ses enfants. De toute façon, avec le temps, il perd le titre de Green Lantern. Il devient la Sentinelle. Parce que c'était peut-être plus collé à ce qu'il était. Quoi qu'il est membre honoraire du Green Lantern Corps, là. Mais ça, c'est peut-être juste pour concilier les fans de première heure. Ouais, mais voilà, je pense que Hal Jordan n'est pas l'héritier d'Alan Scott, ça n'a pas été son sidekick, c'est pas lui qui tient ses pouvoirs. Justement, dans ce cas-là, je préfère qu'on dise que c'est Abin Sur, quoi. À part, pas dans le monde de la BD, quoi. Enfin, pas dans l'univers DC Comics. D'un point de vue extérieur, je veux bien, mais pas intérieur, quoi. Ben, c'est intéressant, ça. Tu dis d'un point de vue extérieur. Toi, Baptiste, je sais que je me réfère souvent à toi, mais je trouve ça important parce que ton avis est souvent celui du public en général. Fait que je trouve ça intéressant de voir, toi, ton avis par rapport à Alan Scott. Est-ce que Hal est son héritier ou on parle vraiment de deux Green Lantern qui on devrait même pas penser à associer? Ben, je pense qu'on les associe bien quand même parce que ils ont été pensés pour ça. À l'origine, on a inventé Alan Scott, et puis donc la JSA, et puis après, il y a eu cette histoire d'âge là que je ne maîtrise pas très bien, donc peut-être que je dis des bêtises, mais on passe à un autre âge et on crée un nouveau Green Lantern. Mais même si c'est dans un univers parallèle ou des choses comme ça, il a été pensé comme ressemblant au précédent. Et donc, s'il n'y a pas un héritage précis au niveau de l'histoire, l'héritage, il est présent au niveau de sa création et de comment il est pensé. Donc, il y a un lien fort entre les deux qui est comme, peut-être, c'est beaucoup plus évident avec Jay et Barry, puisqu'ils se ressemblent plus au niveau des pouvoirs, des choses qu'on a vues, puisqu'il y a des différences qui sont plus nettes entre Alan Scott et Green Lantern. Alors, pourquoi? Je sais pas pourquoi ils ont choisi de faire cette différence-là à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a un héritage à ce niveau-là qui est clair, mais c'est pas un héritage qu'on peut évoquer dans les histoires parce que ils sont pas liés dans les histoires pour moi. il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont légèrement fausses, je crois, ou dans lesquelles je peux détecter une subtilité. C'est vrai qu'il y a eu un passage qui a été important de l'âge d'or à ce qu'on appelle le Silver Age, l'âge d'argent, ce qui a été le tournant des années 60 en fait, où justement des héros qu'on peut juger incapables de se trouver un héritage parce que trop gros sont ceux qui n'ont pas été redéfinis à ce moment-là. Bruce Wayne est resté Batman, Clark Kent ou Kal-El c'est resté Superman, puis Diana c'est resté Wonder Woman, mais il a fallu réinventer un Green Lantern et un Flash pour rajeunir, pour actualiser, pour rendre plus populaires des noms qui étaient déjà possédés par effectivement DC Comics. Et une chose qui est une subtilité, Scott, avant le Silver Age, avait un sidekick qui s'appelait Hal Jordan. Ah oui. C'est-tu, Ça, je savais pas ça. Airwave? Ouais, Alan Scott avait comme sidekick Airwave, et autant Scott
tire ses pouvoirs de la magie mais est un homme de science et d'affaires, autant Airwave est effectivement un personnage qui est plus jeune, idéologiquement non formé, mais qui tire ses pouvoirs de tout ce que Alan Scott comprend parfaitement. Alan Scott est un homme de radio et Airwave tire ses pouvoirs des ondes radio. Ah, mais c'est intéressant, dans le fond, les deux, est-ce que les deux, Hal Jordan, ont vécu en même temps, ou on a effacé Airwave à l'arrivée du nouveau Hal Jordan Green Lantern? Aujourd'hui, il est prouvé dans Blackest Night que Airwave est le cousin de Hal Jordan. D'accord. Donc, l'existence de ces deux personnages a été conciliée ou réconciliée, mais en fait, j'imagine que DC Comics a constaté une situation un peu hybride. Là où ils avaient conservé Bruce Wayne pour être Batman du Golden Age au Silver Age, là où ils ont décidé de changer Jay Garrick pour Barry Allen, ils ont décidé peut-être de mixer, de mélanger l'identité de Hal Jordan, qui est un personnage jeune, avec le symbole qu'arborait Alan Scott, qui était Green Lantern, qui est un symbole fort. Et de là naît la possibilité d'un personnage immature, avec un badge vraiment important, et avec une mission vraiment importante. Et puis, si on revient à Guy Gardner et John Stewart, sur lequel on n'a pas répondu, je pense que tu avais un avis sur le fait, est-ce qu'ils sont oui ou non l'héritier des Green Lantern? Ils sont membres des Green Lantern au même titre que Hal Jordan ou Kilowog ou n'importe quel Green Lantern, hormis le fait qu'ils sont de la Terre et que donc les Green Lantern en tant que corps, en tant que groupement, c'est une police ou une armée, mais en tant qu'ils sont originaires de la Terre, ils deviennent en même temps des super-héros. C'est-à-dire que Hal Jordan, quand il est membre de la Ligue des Justiciers, c'est pas en tant que membre d'une armée galactique, c'est en tant que super-héros. Donc ils ont une espèce de double casquette qu'il faut savoir assumer, et donc quelque part ils transforment l'héritage collectif du corps des Green Lantern en un héritage individuel duquel on peut hériter. D'autre part, je ne suis pas sans ignorer. Non, ça veut rien dire. J'aime bien cette expression, mais je sais jamais comment la prendre. En fait, l'époque des années 90, qui était aussi un passage vers une autre époque, c'était déjà l'époque où on a voulu faire mourir Superman, mais pas que. C'était l'époque où il a fallu voir ce que devenait l'héritier de Barry, par exemple. C'est l'époque où Connor Hawke a succédé en tant que Green Arrow à Oliver Queen. C'est l'époque où rapidement Kyle est venu à devenir le Green Lantern de référence. Mais ça a été aussi l'époque où justement on entendait beaucoup Guy Gardner et John Stewart se référer à Hal Jordan. Il se passe quasiment pas un épisode dans les années 90 parce que oui, au début des années 90, ils ont eu chacun leur série ou leur maxi-série, aussi bien Guy Gardner que John Stewart, dans Mosaïque pour John et Or pour Guy Gardner. Et il s'est pas passé quasiment un épisode sans qu'il ne se compare à Hal Jordan, en essayant la plupart du temps d'être à la hauteur de son héritage. Quoique particulièrement Guy cherche à s'en séparer, mais les deux essayent tout de même d'être à la hauteur de son héritage tout en cherchant leur identité propre. D'ailleurs, c'est amusant, c'est que c'est aussi la recherche d'émancipation de l'homme noir, d'égalité et en même temps d'individualité. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que par exemple, aussi bien Guy que John vont avoir des intérêts romantiques en commun avec Hal. C'est-à-dire, il va y avoir des personnages, aussitôt que certaines femmes ont été quittées par Hal, elles vont être courtisées et en couple avec John. Ou inversement, une femme qui sortait avec Guy et Guy disparaît dans la zone négative, Hal la séduit. Ce qui explique aussi une partie entre ces deux personnages masculins. Donc il y a vraiment une question de dignité, d'égalité des chances entre ces personnages qui est posée par exemple autour de la place de la femme et un homme se demande ce qu'il vaut par rapport à sa virilité. Ouais, mais c'est à nouveau le cas dans New 52 où Carol Ferris change de Hal pour Kyle dans son et ça pas vrai la voix pour le sujet de en quoi New 52 est l'héritage. Ah oui, mais alors, ça c'est la dernière question. Mais je vais un petit commentaire rapide. Wonder Woman, trop grosse pour être remplacée, trop forte pour être remplacée, au même titre que Superman. Mais il n'y a pas de mystère sur le fait que Donna Troy soit un personnage qu'on n'a jamais su vraiment placer. On l'a redéfini des dizaines de fois, mais je crois que la version qui colle le plus, qui tient le plus, c'est que c'était une espèce d'image miroir donnée par les dieux, par Themyscira, pour que Diana ait un vis-à-vis. Donna Troy, qui était la première Wonder Girl, est presque une image miroir de Diana. C'est une image miroir de Diana. Seule Wonder Woman peut succéder à Wonder Woman.
seule Wonder Woman peut égaler l'héritage qu'a Wonder Woman. Ouais, déjà, les Wonder Girls, je les trouve plus liées au Titan au final qu'à Wonder Woman. Je la vois rarement. Enfin, j'ai pas beaucoup lu Wonder Woman, j'avoue, mais je la vois rarement avec les deux Wonder Girls. Non, c'est vrai, c'est assez rare. Souvent ils sont séparés complètement. Donc, en fait, je me suis jamais posé la question de qui devrait hériter de Wonder Woman, tellement elle a sa place et qu'elle est, enfin, toute seule, on va dire, en quelque sorte. Elle a pas vraiment de bad family à elle, à part les Amazones, quoi. Enfin, je sais pas s'il y a des Amazones qui peuvent être aussi puissantes que Wonder Woman. D'ailleurs, parmi ces origines possibles qui ont été expérimentées, Donna a été envisagée comme l'héritière des titans des mythes, pour essayer d'assumer cette double filiation titan-amazon. Et pour Titan en tant que style titan, puis voilà. Wonder Woman, remplaçable ou pas? Ça, je sais pas, mais Non. c'est quelque chose que j'aimerais bien bien lire, puisque l'héritage est un sujet qui est très développé dans la série Wonder Woman 2052. Et donc, ça, je laisse les auteurs à réfléchir à ça, parce que comme elle est très liée maintenant au dieu de l'Olympe, il y a ces histoires d'héritage dans les dieux de l'Olympe. Je sais pas, est-ce qu'ils peuvent faire ça? En tout cas, pour le moment, ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu pour moi d'héritage, d'héritière à Wonder Woman. C'est intéressant parce que on est vraiment devant un cas où ce n'est même pas envisageable. Au Superman, on dit oui, mais en plusieurs, mais pas vraiment. Puis Wonder Woman, c'est même pas en plusieurs, c'est non. Il y a eu une tentative, ça a pas fonctionné, donc non. En fait, il y a eu un moment où Wonder Woman a eu une héritière, et en tout cas une remplaçante qui était sa propre mère. Ouais, Hippolyta. Ce qui est quand même intéressant, c'est que Wonder Woman a un lien qui est transcendant en fait. Wonder Woman regarde vers le passé, Wonder Woman regarde vers le ciel, vers les dieux, plus que vers l'avenir, plus que vers une transfemme. D'ailleurs, l'association de Wonder Woman avec le féminisme est vraiment très contestée. Oui. Wonder Woman impulse un féminisme, mais Wonder Woman n'est pas forcément jugée comme féministe. Et Wonder Woman hérite d'un patrimoine et d'un matrimoine presque, hérite de la richesse à la fois de ses pères qui sont Zeus et autres consorts de l'Olympe, voire les titans, mais aussi de sa mère, très profondément. Reine des Amazones. Donc, faudrait qu'elle ait un enfant. Si possible avec Superman. Non. Pour le drama. Pas avec Superman. Si, pour le drama, là. Ou alors un enfant de glaise. Et ça dit en Oui. passant, ce futur ou cet univers parallèle existe où il y a Wonder Dot qui est un bébé de Wonder Woman. Mais c'est un peu bidon puis c'est surtout pour faire une blague. Je sais. Le prochain que je vais aborder, puis je pense que ça va être le dernier, à mon avis, c'est celui où l'héritage est le plus important et le plus partie prenante de toute son histoire, et c'est Aquaman. Aquaman qui est roi d'Atlantis par sang royal. Bah, c'est le fils un peu bâtard et comme tu dis, il est de sang royal, mi-Atlante, mi-humain, et il vit avec son père sur Terre. Et au bout d'un moment, à New 52, l'histoire c'est que son passé le rattrape. Il est obligé de redevenir le roi d'Atlantis. Et en tant que roi d'Atlantis et en tant que héros, en héritier, il a pas tellement grand monde. Enfin, il fait jamais la passation de pouvoir à part Garth, comme tu l'avais écrit dans le message. Oui, dans les questions, est-ce que Garth est l'héritier d'Aquaman? Bah c'est des possibles héritiers en fait, comme tous les Aquagirl, Aquababy, Aqualad. Non, parce qu'il est mort. Ouais. Aqualad et puis même Mera quelque part, parce que Mera était à la base quand même là pour le tuer et il lui a donné sa philosophie et tout ça, ce qu'on met, et au final c'est devenu une alliée. Donc pour moi c'est vraiment une héritière de ce qu'est Aquaman. Ok, au niveau des valeurs, parce qu'on revient à qu'est-ce qu'on avait défini comme l'héritier, au niveau valeurs idéaux, Oui. c'est plus ça.
Mais Parce qu'après, au niveau des pouvoirs, c'est une Atlante aussi, donc Oui. elle a juste des pouvoirs supplémentaires du fait qu'elle est xébélienne. oui, Voilà. effectivement. Elle est plus sorcière qu'Aquaman. Aquaman qui est beaucoup plus guerrier. Oui, c'est vrai. Ben, j'avais mis Garth parce que pendant un moment, Garth a été Aquaman avec le nom, le look, etc. Parce que Arthur Curry, l'Aquaman actuel, était décédé, était mort. Donc, parce que oui, ils ont presque tous été morts à un certain moment pour essayer de faire place à une new generation, une nouvelle génération. Et bon, pas que ça a été un échec latent, mais ça a été un échec qui a fait, ou du moins c'était peut-être juste marketé. Mais Ça aide toujours, hein. Ça fait toujours de la thune, la mort de quelqu'un, ça c'est sûr. Après, Ouais. Aquaman, je pense pas qu'il était assez populaire à l'époque pour que ça choque les gens. ouais, l'héritage d'Aquaman, c'est un petit peu compliqué, autant au niveau de la vraie vie qu'au niveau de la BD, hein. Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'il a une mauvaise image en général chez les gens, alors qu'elle est totalement fausse, quoi. Ah, mais c'est à cause de la série Super Friends, où Aquaman faisait du ski nautique sur des dauphins accompagnés de poissons volants, là. Donc, j'avoue que la série Super Friends a un peu détruit l'image d'Aquaman. Et je pense que les films de ce qui s'en viennent vont replacer ça, mais je trouvais important aussi de peut-être arriver, parce que oui, Aquaman n'a pas nécessairement d'héritier, mais il est déjà l'héritier en tant que tel. Pas au titre d'Aquaman, mais au titre de Roi d'Atlantis, et il vit ça très mal, parce que il est à moitié héritier, à moitié bâtard, comme tu dis. C'est pour ça que c'est tellement ancré dans son histoire que je pense que ça vaut la peine qu'on parle de l'héritage Atlante au sens large, et pas nécessairement sur le titre Aquaman. Vas-y Léo, je te vois bouger sur ta chaise. C'est quelque chose à dire par rapport à ça? Oh non, ça va, je suis pas, non, j'ai juste un peu mal au dos. J'ai des choses à dire, mais ça va. Mais Aquaman, oui, il a l'héritage Atlante, mais c'est là que ça gêne les Atlantes. Mais il a aussi l'héritage humain. Aquaman, c'est presque un pendant à Superman. Il vit la même chose au quotidien que Superman a vécu lors du retour de Krypton il y a quelques années. C'est-à-dire que il est pas le bienvenu dans son propre peuple d'origine. Mettons que son peuple d'origine soit les Atlantes, même si comme il a un père et une mère, mais dans son peuple où la filiation est vraiment très forte à cause de l'héritage royal, il est très très mal vu. De la même manière que Superman, face à Zod, il est très mal vu car il a des idéologies humaines. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a en fait un héritage du fait qu'un américain, un héros aux valeurs humaines et humanistes. Un héritage moins étincelant, mais qui en fait est l'héritage commun des héros. Aquaman, pour moi, c'est clair qu'il y a la notion d'héritage aussi, comme tu l'as dit, même dans le sens comme c'est le fils d'une reine, c'est un roi, oui, ça semble logique et c'est pour ça que c'est intéressant, puisque si ça allait trop facilement, c'est un peu qu'on peut, mais voilà, ils en ont fait une histoire intéressante, puisqu'il le vit mal, puisqu'il est en confrontation avec entre les deux mondes et tout, et il a un héritage des deux mondes qui se confrontent, puisque voilà, c'est ça qui est intéressant, l'héritage de deux mondes qui ne s'aiment pas, et donc de devoir sortir entre les deux. Ouais, faut pas faire de mauvais jeu de mots. Je vais aller avec un petit dernier, un bonus. Miss Martian, est-ce que c'est l'héritière de Martian Manhunter? Pour me faire plaisir. Oui, mais aussi parce que je trouve extrêmement intéressant que Miss Martian soit une Martienne blanche qui va succéder aux Martiens verts, qui sont techniquement conçus pour être des ennemis de toujours. Mais oui, c'est un peu pour te faire plaisir, mais parce que je trouve que le cas est extrêmement intéressant de voir que l'héritier serait l'ennemi naturel, tu sais.
À ce niveau-là, pour moi, il y a deux énormes différences. Après, moi, je connais pas les histoires de Nick Marshall, malheureusement. Mais je t'écoute. Et uniquement à cause de la série Justice, qui a une version très différente quand même de celle des comics. Donc moi, je me suis inspiré quand même. Et pour moi, la grosse différence déjà avec Martian Manhunter, c'est que Martian Manhunter, c'est la différence qu'il a avec Superman, c'est que voilà, Superman, il a été élevé sur Terre, donc il a l'héritage terrien. Après, il a découvert son héritage kryptonien, qui est l'inverse de Martian Manhunter, qui a été élevé sur Mars, qui a l'héritage martien, et qui a tout perdu, comme Superman, mais il l'a vu de son propre yeux, et après, il est allé sur Terre, et il a pris l'héritage terrien. Donc c'est deux mouvements inverses. Et à ce niveau-là, pour moi, Miss Martian ressemble plus à Superman dans le sens où elle n'a pas eu l'influence de Mars. Elle l'a découverte elle l'a découverte sur Terre. Elle l'a découverte avec Martian Manhunter, qui est pas du tout son nom. Et comme on s'est dit la plupart du temps. Et donc à ce niveau-là, là c'est plus une histoire de gènes où on peut dire qu'il y a une opposition génétique, mais c'est pas grave parce que on n'est pas du tout au service de ces gènes, on n'est pas même si c'est intéressant de développer cette idée-là qu'il peut y avoir un tempérament qui est lié aux gènes, et donc on n'y peut rien, on peut être agressif parce que nos gènes sont agressifs, mais en tout cas on est le produit de notre environnement, et là, elle n'est pas le produit d'un environnement de martiens blancs. Elle n'a pas été élevée par des martiens blancs, mais elle a été élevée par le martien vert, Martian Manhunter, donc logiquement, elle lui ressemble. En fait, ce qui est intéressant, c'est John, il a des gènes qui sont absolument bénéfiques, puisqu'il vient de la bonne race, celle qui est gentille, celle qui cherche pas les emmerdes. Puis il a été élevé pour devenir un policier, un enquêteur, un homme de bien, mais il est quand même pas passé loin, parce que son propre frère jumeau, Mahaléfaak Jones, c'est un bel enfoiré. C'est un type qui est maladivement mauvais, puis qui a, selon les versions, était vraiment un pivot, une cheville ouvrière de la destruction des Martiens verts, qui pourtant aurait eu les bons gènes. Dans le fond, c'est l'héritier, mais pas génétique, mais c'est un héritier d'apprentissage. Un peu à la manière de Batman. C'est intéressant. La dernière question est une question ouverte. La valeur de l'héritage dans New 52, à votre avis? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses à propos de New 52. Apparemment que, en fait, c'est un reboot. Quand on fait un reboot, d'une façon ou d'une autre, on en jette un peu. On recommence l'histoire. Donc, il y a eu énormément de critiques sur le fait que on jette à la poubelle des personnages, des histoires, 75 ans d'histoire dans le cas de Batman ou de Superman, et de très longues histoires de tous les coups. Et selon, pas 75 ans, 73 ans, on me reprend parce que New 52 a 2 ans, et on a fêté les 75 ans cette année. Mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, puis moi je vais donner la mienne à la fin. Est-ce que New 52 fait un pied de nez à l'héritage, ou c'est une nouvelle façon de l'exploiter? Je vais commencer par Léo, parce qu'il parle beaucoup, puis je vais finir avec les autres. New 52 part d'un événement qui est Flashpoint, qui propose une redéfinition de l'univers. Il y a des choses qui restent. Par exemple, on sait que durant le crossover Flashpoint, Thomas Wayne, père, a écrit une lettre à Bruce Wayne, qui n'est autre que Batman dans l'univers habituel, aussi bien ancien que nouveau. Et on voit dans les comics que effectivement dans New 52, qui succède à Flashpoint et à la nouvelle redéfinition de l'univers, Bruce Wayne est en possession de cette lettre écrite par son père. Donc on est déjà dans un lien causal assumé d'une succession d'événements. Voilà. Donc les univers se succèdent avec des causes et des conséquences liées pour l'arrivée de Flashpoint à des raisons autour de l'univers de Flash, et articulées par exemple dans la famille Wayne, dans le passage de Flashpoint au New 52, par cette présence de la lettre,
qui induit un aspect séquentiel, chronologique des choses, et qui induit le fait qu'un univers est la suite logique de l'autre par le fait même des événements. En fait, c'est dans la tradition de DC Comics de faire ça. Quand on parlait tout à l'heure de passage du Golden Age au Silver Age, c'était déjà ça. C'était déjà garder des choses de l'ancien et puis changer des choses de l'ancien pour faire le nouveau. Batman était resté Batman déjà à l'époque et ça avait changé de Flash, ça avait changé de Green Lantern. L'histoire des Crisis, alors c'est un peu ma hantise parce que c'est tellement complexe et cosmique que même avec des connaissances que je pourrais dire encyclopédiques, elles sont empiriques et j'ai pas tout vu ni tout lu. Et ces crises-là, même moi, je suis pas à même de vraiment les comprendre entièrement. Mais elles servent à ça, c'est-à-dire éditorialement, elles servent à virer des trucs qui marchaient pas ou que les éditeurs estiment qui marchaient pas, pour amener des choses qui vont être nouvelles, qui vont renouveler l'intérêt du public, qui vont renouveler les histoires. Ça a toujours existé, ça a eu lieu au tournant des années 60, ça a eu lieu au tournant de 90. Donc pour moi, DC est fidèle à lui-même et dans son héritage propre, rien que dans le fait d'imposer une telle rupture, mais une rupture dans la continuité. En tout cas, c'est ça la problématique à laquelle New 52 répondra ou ne répondra pas. Est-ce qu'il y a continuité dans cette rupture ou est-ce qu'il y a recommencement? Donc, la suite, qui veut passer après ça? Juste une question. Du coup, par rapport à l'ouverture que tu fais à la fin de ton petit speech, tu penses à s'ils vont revenir à l'univers précédent ou s'ils feront une sorte de terre alternative? Moi, je pense, j'évoquais pas ça dans ma pensée, mais c'est pertinent parce qu'il y a des choses qui avaient été annulées, qui avaient été nullifiées par certaines histoires et puis qui ont été ramenées. Par exemple, Power Girl a été jugée comme étant une Kryptonienne et puis finalement une Atlante et puis finalement une Kryptonienne, qui a des possibilités de retour en arrière. Mais je pensais plus à par exemple, il y a des choses qui semblent avoir été nullifiées, par exemple. Alors c'est un détail qui n'a pas son sens pour tout le monde et même moi je trouve pas ça forcément très intéressant, mais tu seras peut-être pas de mon avis, Alex. Certains s'offusquent du fait que Tim Drake n'a jamais été Robin. Oui. Dans New 52. On a nullifié ces, je sais pas, peut-être 15 ans d'existence en tant que Robin. C'est-à-dire que Tim Drake a été quand même assez longtemps Robin, éditorialement parlant, pour devenir ensuite Red Robin, et New 52 décrète que, en fait, peut-être oui, mais quand même non. Il a jamais été Robin, il a investi le rôle que en tant que Red Robin dès le départ, puis tout ce qu'il a vécu en tant que Robin n'est plus considéré pareil. Oui, parce que, juste pour expliquer ça, pour ceux qui ne le sauraient pas, techniquement, dans New 52, Bruce a pris Jason Todd et Tim Drake en même temps pour les former, et il a choisi Jason comme Robin, et Tim Drake est devenu Red Robin immédiatement, sans passer par la case Robin. Donc, c'est juste pour ça, mais c'est vrai que je pense qu'Alex, ça t'énervait. Est-ce que ça t'énerve encore? Alors oui, ça m'énerve parce que de toute façon, Tim Drake est plus, pour moi, est plus lié à Robin que Jason. Parce que Jason, pour moi, c'est plus Red Hood ou un mec mort. Hein, il n'a pas été Robin très longtemps. Les gens ont voté pour sa mort, donc c'est la preuve que s'il y a un mec qui doit pas être Robin, c'est lui. Ouais, toutes ces années où Tim Drake est Robin, en plus tous les gens qui prennent le parti de Tim Drake pour dire qu'il est vraiment comme Batman, que c'est un détective comme lui et que mentalement ils sont pareils. Je trouve que c'est un gros fuck aux fans de Tim Drake et à Tim Drake. Et non seulement c'est un gros fuck, mais en plus ça voudrait dire qu'il a eu tous ses Robins en 5 ans. Ce que je trouve totalement idiot. Ils ont rien voulu lâcher de l'univers Batman. Tout ce qui s'est passé dans Batman, a priori, c'est resté à 2-3 détails près. Et mais tout ça en 5 ans au lieu dans je sais pas combien normalement quoi. Ce qui est un peu con, voilà. Et j'aurais voulu, s'ils voulaient faire un truc Jason Todd et Tim Drake en même temps, qu'ils arrêtent Damian, pas juste parce que je l'aime pas, hein, mais qu'ils fassent Batman à Red Robin et Robin en même temps, qu'ils fassent une histoire là-dessus, plutôt que de dire que ça s'est passé et Osef, quoi. Voilà. Donc toi, dans le fond, New 52, l'héritage,
c'est un gros fuck à la plupart des fans qui... Bah, ils ont voulu le garder alors qu'ils voulaient faire un reboot, et je pense qu'ils auraient dû faire plus l'un ou l'autre. Ils ont voulu être au milieu, et c'est jamais bon d'être au milieu, quoi. C'est soit on vire des gens, comme ils ont viré Wally West jusqu'à maintenant, soit on fait pas, soit on laisse tout comme c'était, quoi, et pas faire un entre-deux. Donc pas assez assumé. Oui. Et puis Baptiste, toi, qui New 52, pré-New 52... Moi, j'ai au niveau des comics, de ma lecture de comics, comme je choisis pas en fonction du fait que le comics soit du New 52 ou pas du New 52, moi je choisis en fonction de la qualité de ce qu'en disent les gens, des critiques, et c'est pour ça que j'ai commencé par acheter les deux dès le début, et que je continue de le faire les deux, de passer de l'un à l'autre, sans que ça me pose de problème, sans que je me questionne sur cette question de lien et de continuité. Je suis pas assez lecteur pour donner de l'importance vraiment à tous les liens qu'il y a, pour moi je trouve ça dommage. C'est clair que de raser, de faire table rase d'histoires qui sont exceptionnelles, comme ce que j'ai lu, comme par exemple Identity Crisis, des histoires comme ça qui sont très intéressantes. Il y en a d'autres, et c'est clair que c'est dommage. Après, l'idée c'était de reprendre à zéro, histoire de reprendre. C'est clair que sinon, quand on arrive et qu'on sait qu'on doit lire ça, histoire de comprendre, c'est rebutant. Mais en même temps, voilà, heureusement que Urban Comics, ceux qui proposent les comics ne proposent pas que du New 52. Et propose aussi les vieux comics, les bons comics, ceux qui sont intéressants, j'imagine parce qu'ils les ont sélectionnés. Même s'il y a du VO que j'achète parce que justement Urban Comics ne publie pas alors qu'ils sont très bons. Moi j'ai du mal avec cette idée d'opposer, de faire la différence. Je suis pas assez connaisseur encore, assez pour moi en tant que lecteur, c'est bien de s'intéresser à tout, l'avant, l'après. En tout cas, il faut pas refuser l'un des deux parce que sinon on ferme la porte à des bonnes histoires. Parce que dans les deux cas, il y a des bonnes et des mauvaises histoires. Donc voilà. Après, moi c'est vrai que j'ai une vision plus précise en termes d'histoire qu'en termes de continuité. Donc je m'intéresse pas trop à l'univers en général dans toute sa continuité, mais peut-être petit à petit je le fais puisque à force que j'arrive dans les séries, que je lis les séries dans l'ordre, et ben je commence à comprendre, mais je suis pas encore là. Voilà. Mais je trouve ça, dans le fond, c'est le fun parce que mon opinion est différente de vos trois également. On a Léo qui dit oui c'est normal, ça arrive souvent qu'on fait des reboots comme ça, puis que c'est dans la tradition de DC de faire ce genre de choses-là, donc au bout du compte, ils respectent leur propre héritage. Et on a Alex qui dit, ben moi, je considère que non, il respecte l'héritage en voulant garder la moitié de ce qui est vrai, en envoyant promener l'autre moitié, en essayant de faire un amalgame de tout ça, ben on en oublie l'essentiel, puis au bout du compte, ça a une tendance à fâcher. Et une très bonne opinion de la part de Baptiste, c'est que c'est des bonnes histoires. Pourquoi est-ce qu'on s'en fait autant sur une continuité, ou est-ce qu'on est trop investi? Dans le fond, profitons de ce qui nous est offert et aimons la lecture de nos héros, et puis des bonnes histoires, que ce soit avant ou après. L'important, c'est que ça soit agréable à lire et qu'on ait du plaisir à le faire. Moi, je pense que j'ai une opinion qui ressemble à peu près tout le monde, mais en fait, au début, j'étais très tranché, j'étais extrêmement pas content, pour pas dire d'autre chose. J'étais vraiment pas content du reboot. Je trouvais que c'était un gros fuck dans la face de tout le monde, en fait, un peu comme Alex disait. Moi, en étant un gros fan de Wally West, j'ai été très longtemps sans l'avoir, et là, il vient tout juste d'apparaître. Ça a été une purge pour moi, littéralement, d'entrer dans les nouveaux comics. Et puis, ça m'énervait de voir notamment que Green Lantern et Batman n'ont pas été rebootés, contrairement à, ou en tout cas
pas comme les d'autres univers l'ont été, parce que comment Blackest Night peut avoir eu lieu alors que Barry était même pas Flash. C'est toutes sortes de choses qui m'ont un peu purgé, mais peut-être que j'étais trop fanboy. Aujourd'hui, la rumeur veut que avec Multiversity, que possiblement il y ait une terre alternative pré-New 52. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un gros fuck you, encore une fois, à tous ceux qui ont décidé de commencer le New 52 et d'embarquer dans cette idée-là en nous disant « Ah, mais non, voyez-vous, finalement, ce n'est qu'une terre alternative. On se joue de vous depuis presque 3 ans maintenant en vous proposant, en vous disant « Ceci est la lignée normale, mais non. » Je sais pas. L'avenir nous le dira. Mais je vais conclure en rejoignant l'avis de Baptiste. Dans le New 52, il y a d'excellentes histoires. Et puis, au bout du compte, est-ce qu'on devrait pas juste apprécier ce qu'on nous offre comme lecture et puis, bon, arrêter notre colère de fanboy on connaît trop l'univers pour pouvoir apprécier certaines choses. Je pense qu'au bout du compte, le plaisir, ça reste la lecture de nos héros favoris. Sauf quand il se passe des trucs comme avec Lobo. Oui. Exception faite pour Lobo. Lobo, là, non, ça passe pas. Et peu importe la théorie, là, sur le fait que c'est les nouveaux bad guys sont comme ça, non. Non, c'est non. Oui. Non! Non, il est pas drôle, il est pas parodique, il est nul à chier, voilà. Oui. Mort au nouveau Lobo. Ah, j'ai pas lu, donc... Ah, c'est pas grave, tu manques rien. Et justement, moi je regarde les critiques avant, et si elles sont nulles, je dis pas. Non, tu manques pas grand-chose. Donc, merci pour cette participation à notre premier podcast. J'espère que les auditeurs auront apprécié. C'était un premier essai sur un thème, je l'avoue, assez large. Peut-être que la prochaine fois, on fera un petit peu plus pointu pour peut-être moins partir dans tous les sens. Mais j'ai apprécié beaucoup votre participation et j'espère que les gens vont aimer écouter notre podcast. Je l'ai pas dit au début, je voulais le dire. C'est fait sans prétention. C'est une conversation sur différents sujets entre personnes qui aiment les super-héros et les comics. Et puis, nos avis n'engagent que nous. Donc, j'ai bien aimé l'expérience, puis je vous remercie de votre participation. Je laisserai le mot de la fin à nos auditeurs, à chacun de nos intervenants. Donc, Alex, ton mot de la fin? Pantalon. Pantalon, super. Baptiste? Merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. Parce que, moi, je trouve ça intéressant, hein, c'est très sympa, j'apprends des choses, et c'est ce qui m'intéresse le plus d'apprendre. Et puis, Léo, mot de la fin? Lisez tout ce qui vous plaira. Et puis, ça vous permettra de mieux écrire et d'être encore plus présent sur le forum et plus efficacement. Eh bien, moi, je vous remercie également et puis passez un bon moment jusqu'à notre prochain podcast. Et puis, nous sommes ouverts à en discuter, évidemment. Donc, je résume, lisez, merci et pantalon. Bonne journée.